Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue à notre présentation sur les classes branchées, souvent appelées les classes 1-1. Nous vous présentons à vous Charlotte Bélanger et Marie-Pierre Delisle, toutes deux enseignantes à l'école Paul Jarry à la Chine. Dans cet atelier, nous vous présenterons les conditions gagnantes qui permettent de bien gérer au quotidien les appareils électroniques dans votre classe et nous vous expliquons comment nous sommes parvenus à être une école branchée. Nous terminerons l'atelier avec quelques-unes de nos ressources coup de cœur. Nous espérons que cette présentation répondra à vos attentes. Alors, lorsqu'on parle d'une classe 1-1, c'est lorsque tous les élèves de la classe ont un appareil électronique, que ce soit un Chromebook, un ordinateur portable, une tablette, et ces appareils-là ont été prêtés par l'école. Parfois, on entend parler du programme AVANT. Ce programme-ci, c'est lorsque les enfants amènent leur propre appareil électronique de la maison pour les utiliser comme un outil de travail. Donc, voilà la différence entre les deux. Alors, vous devez vous demander comment on y est arrivé, comment ça a été possible d'avoir autant d'appareils dans une même école. C'est certain, c'est souvent une des premières questions qu'on se fait poser. C'est certain que ça prend deux conditions pour y parvenir. La première condition que ça prend, c'est de mobiliser plusieurs enseignants en même temps. C'est certain que dans certaines écoles, dans d'autres commissions scolaires, il y a des initiatives de une ou deux classes dans l'école qui présentent le projet à la direction et qui, par exemple, se munit d'appareils pour les élèves. Nous, à Paul Jarry, on l'a vu différemment. On a commencé par une flotte pour plusieurs groupes, ensuite plus de flottes pour moins de groupes, et etc., etc. À l'écran, vous voyez un peu l'évolution qu'on a eue. Donc, c'est certain qu'avant l'année 2017-2018, on avait partage de flotte là, très fréquent dans l'école. C'est sûr et certain qu'avant tout ça, il y a eu des concours auxquels on a participé et où on a gagné de l'argent qui nous a permis d'acheter des appareils. Mais au-delà de ça, depuis les dernières années, le ministère de l'Éducation envoie certaines mesures dans les écoles pour le permettre. Donc, nous, on a eu la chance d'avoir une directrice à ce moment-là qui a utilisé toutes ces mesures-là pour faire l'achat de plus en plus de flottes. Et maintenant, la directrice actuelle poursuit dans la même direction et continue d'acheter le matériel dont on a besoin. Et ça fait qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, dans l'école, les élèves de Paul Jarry pourraient tous avoir accès à un appareil presque en même temps dans la journée. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé notre formation une école 1-1 entière ou presque. Donc, voilà, c'est certain que ça devient une priorité, mais il faut que tout le monde embarque. Et quand c'est le cas, bien, ça nous permet d'y arriver. À notre école, nous avons plusieurs flottes de Chromebook. Le Chromebook, c'est le nom qui a été donné par Google pour les ordinateurs portables qui utilisent le système d'exploitation Chrome. La raison pourquoi on est allé avec l'achat de Chromebook, c'est suite à la décision d'une commission scolaire, Marguerite Bourgeois. Ils ont créé une adresse Google pour chacun des élèves. Ils nous ont aussi offert une formation pour en apprendre davantage sur Google Éducation. Notre commission scolaire a aussi créé une page Internet Partir du bon pied avec la suite Google pour l'éducation où on retrouve comment utiliser toutes les applications Google avec des tutoriels. Donc, ça aide beaucoup pour les utiliser ensuite en classe avec nos élèves. Notre commission scolaire s'est procuré la suite Google. Par contre, ça peut être différent ailleurs dans d'autres commissions scolaires. Certaines se sont procurées de l'Office 365, donc ils ont accès aux applications de Microsoft. Une des choses les plus importantes quand on se lance dans un tel projet, quand on se lance dans une telle démarche, c'est de vraiment faire la différence entre l'outil ludique et l'outil pédagogique. Donc, c'est certain que dans les premières utilisations avec les élèves ont souvent été habitués à utiliser l'ordinateur, la tablette, le téléphone comme un outil ludique pour jouer à des jeux. C'est très, très, très important dans les premiers instants où on utilise ces outils-là dans le cadre scolaire avec les élèves, de faire comprendre aux élèves que dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, dans la classe, il est utilisé comme un outil d'apprentissage. Donc, c'est un outil qu'on va utiliser pour apprendre, pour travailler. Du moment que cette distinction-là est faite, les enfants ne seront plus tant tentés d'aller vers des jeux plus ludiques. En fait, il existe plein de jeux ludiques pour apprendre, mais de faire cette distinction-là avec eux permet de prévenir plusieurs situations
auxquelles on pense quand on se dit, bien, on va mettre une tablette ou un ordinateur entre les mains des enfants. Il faut, comme nous, qu'ils apprennent à l'utiliser adéquatement. Donc, c'est très, très, très important de faire la distinction avec eux entre l'appareil ludique et l'appareil d'apprentissage. C'est quelque chose qu'on a fait, nous, à l'école et qu'on répète sans cesse aux élèves. Ils doivent voir leur Chromebook, le iPad, comme un outil pour apprendre. Et ça, c'est très, très, très important à comprendre. Notre premier conseil pour vous, ce serait de vous munir d'une liste, si on veut, la fameuse liste des règlements, mais une liste uniforme dans l'école. À Paul Jarry, on a créé une liste qui est partagée dans toutes les classes. D'ailleurs, on vous l'a mis en lien avec la présentation. Il faut comprendre que quand on fait une liste de règlements comme ça prend des règlements clairs, évidemment, des règlements précis. Il faut que ces règlements-là soient connus des élèves. Et évidemment, il faut qu'ils soient modélisés par les enseignants et les élèves à plusieurs reprises dans l'année scolaire. Si, évidemment, il y a plusieurs classes qui embarquent dans la démarche, donc s'il y a plusieurs classes dans l'école, c'est très, très, très important que ces règlements-là soient utilisés par l'école entière. Comme ça va favoriser un passage d'une année à l'autre et le langage va être commun. C'est un peu la même situation dans le cas des codes de vie dans les écoles. Il y a un seul code de vie, donc dans le cas de l'utilisation des technologies dans l'école, il y a une seule liste de règlements. Et on peut vous donner un petit conseil. Dans plusieurs classes, on l'a fait cette année. On a pris cette liste de règlements-là qu'on a décortiquée et on a créé un fond d'écran pour les élèves. Et toute l'année scolaire, quand ils ouvrent leur appareil, c'est le fond d'écran qu'ils voient. C'est un rappel des consignes, donc très, très, très facile de s'y référer. On vous a également laissé un lien vers notre fond d'écran si jamais il peut vous inspirer. Et très, 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 très important au niveau des règlements, il faut assurer un suivi. De notre côté, on fait un suivi de ces règlements-là quotidien. On rappelle les règlements aux élèves et même si ce ne sont pas nos élèves qu'on voit dans le corridor, si par exemple on voit un élève faire une utilisation qui n'est pas prescrite par les règlements, eh bien, on en parle avec l'élève. Donc, c'est vraiment très, très, très important, rigueur et suivi et uniformité des règlements. Donc, premier conseil. Notre deuxième conseil, c'est de vous assurer d'avoir un bon contrôle. Les élèves de votre école ne doivent pas prendre pour acquis que ces appareils électroniques-là leur appartiennent. C'est important qu'ils comprennent que ces appareils-là appartiennent à la commission scolaire et à l'école, en fait. Donc, ça va être important qu'ils l'utilisent adéquatement pour évidemment ne pas créer des bris, pour pas qu'il y ait des virus qui s'installent aussi sur ces ordinateurs-là ou ces tablettes. Et dans le but, évidemment, d'utiliser les mêmes flottes d'ordinateurs ou de tablettes pendant plusieurs années. Une des premières choses que vous devriez faire au début de l'année, c'est de prendre en note les adresses courriels de vos élèves ainsi que leur mot de passe. Par exemple, moi, je l'ai mis dans un Google Docs, donc j'ai accès à ces adresses-là de la maison et de partout. Donc, si jamais des élèves oublient leur adresse, leur mot de passe, et ils veulent faire un devoir à la maison, par exemple, donc j'ai toujours accès à ça. Mais ce qui est bien aussi, c'est que ça nous permet de garder un contrôle. Donc, si on hésite sur l'utilisation qu'un élève fait de son Chromebook, par exemple, eh bien, je pourrais le prendre pendant une récréation. J'ai son mot de passe, donc je peux rentrer dans sa session pour vérifier si tout est beau. Pour continuer à assurer un bon suivi tout au long de l'année, on vous conseille de vérifier l'historique des appareils électroniques de vos élèves. Donc nous, on a des Chromebooks et on vérifie l'historique une fois par mois minimum. Et on le fait vraiment de manière aléatoire. Ça veut dire qu'on ne mentionne pas aux élèves d'avance qu'on va vérifier leur historique. Même qu'on n'utilise même pas le mot historique pour pas qu'ils trouvent une manière d'aller dans leur historique, puis encore là, de soit supprimer des sites inadéquats. Ça nous assure que les élèves respectent les consignes qui ont été données depuis le début de l'année et qu'ils utilisent vraiment leur appareil comme un outil d'apprentissage. Pour vérifier l'historique sur un ordinateur, vous devez cliquer sur « Contrôle » et la lettre « H »
en même temps sur un clavier. Vous allez avoir accès à tous les sites consultés, classés par date et par heure aussi. Dernière chose, pour assurer un bon contrôle sur les appareils électroniques de votre classe, c'est de circuler pendant le travail que les élèves font. Tout simplement pour avoir un regard sur les écrans. Aussi, petit truc, si jamais vous passez derrière un élève et qu'il ferme rapidement ses onglets, eh bien, sur le clavier, si vous cliquez sur CTRL majuscule T, eh bien, les derniers onglets qui ont été fermés vont s'ouvrir. Donc, on peut y retrouver des petites surprises. Ça peut être intéressant que la direction prenne du temps pour faire des visites dans chacune des classes de votre école pour simplement faire un rappel des consignes d'utilisation des appareils électroniques dans l'école. Et ces visites-là peuvent se faire soit une fois par étape, une fois par mois, tout au long de l'année. Notre troisième conseil, c'est de vous assurer d'avoir une bonne organisation du matériel technologique. Donc, chaque classe 1-1 devrait avoir un rangement efficace pour leurs appareils. Ça peut être acheter un chariot pour les tablettes ou ordinateurs. Ça peut être aussi avoir un meuble de style IKEA où que chaque compartiment, c'est un compartiment pour un appareil. Ça peut être aussi avoir des bacs dans la classe. Donc, lorsque les élèves ont terminé d'utiliser leur appareil, ils vont aller placer leur appareil dans ce bac-ci. Donc, il peut y avoir, par exemple, 3-4 Chromebooks par bac. Pour assurer que chaque élève utilise le même appareil électronique à notre école, on a étiqueté chaque appareil. Donc, par exemple, dans ma classe, j'ai une flotte de Chromebooks. Eh bien, chacun des Chromebooks a un numéro dessus. Donc, le Chromebook numéro 1 va être associé à mon élève numéro 1 dans ma liste d'élèves, numéro 2 à l'élève numéro 2 et ainsi de suite. On vous conseille dès le début de l'année de noter en quelque part le numéro de l'élève, mais aussi le numéro du chargeur de l'appareil. Parce que si vos élèves amènent leur ordinateur à la maison, ça permet de vous assurer que, d'un, il ne va pas le perdre. Ou si, à la fin de l'année, lorsque vous avez pour récupérer les chargeurs et les Chromebooks ou tablettes et que vous remarquez qu'il manque 1 ou 2 chargeurs, vous allez savoir, mais c'était à qui ça appartenait. Pour terminer, si vos élèves ont une pochette de transport pour leur ordinateur, ça peut être intéressant de vous acheter des petits crochets pour votre classe. Donc, quand les élèves rentrent dans la classe, ils ont tout simplement à accrocher leur pochette sur le crochet au lieu que cette pochette traîne par terre et qu'elle peut se briser au courant de l'année. Notre quatrième conseil est de se munir d'une liste de ressources pédagogiques d'application qui sera partagée avec les élèves et avec les enseignants. Ce que ça peut permettre une telle liste, c'est bien sûr de regrouper toutes les ressources qu'on utilise dans l'école. D'ailleurs, on va vous en présenter quelques-unes tout à l'heure. Et ça peut permettre, en fait, d'éliminer la fameuse discussion avec les élèves, à savoir « Oh, ça, c'est pas un site où tu es en train d'apprendre quelque chose, ce n'est pas un jeu pédagogique, etc. etc. » Donc, le fait d'avoir une telle liste, d'ailleurs, on vous joint dans la présentation, celle que nous, on a bâtie à l'école, peut être très utile lors des périodes de travail autonome. Aussi, ça permet de s'assurer que l'outil reste à utilisation pédagogique, bien sûr, parce que dans cette fameuse liste-là, on peut se donner le mandat de ne regrouper que des ressources où les élèves se permettent de faire des apprentissages. Ça peut aussi permettre, dans certains cas, aux élèves de faire des choix. Par exemple, dans ma classe, il y a des périodes où les élèves peuvent un peu choisir le travail qu'ils veulent faire et dans quel ordre. Et dans cette liste-là, ça leur permet d'aller faire des choix. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est assez important que ce soit la même liste dans toute l'école. Vous comprendrez évidemment pourquoi. Donc, année après année, si les élèves sont habitués à aller fouiller dans cette liste-là, ça peut être très aidant. Et finalement, le fait d'avoir une telle liste pour toute l'école pourrait permettre, par exemple, s'il y a un remplacement à long terme, de partager cette liste-là au personnel remplaçant. Ainsi, on s'assure que les règlements sont toujours suivis. Et évidemment, le fait de partager les ressources dans une même liste favorise la collaboration dans l'équipe. Et c'est ensuite très, très simple avec les élèves de dire, bien, tu peux te référer à la liste de sites pédagogiques et ils savent exactement de quoi on parle année après année. Donc voilà.
Comme dernier conseil, on vous suggère fortement d'avoir une plateforme de partage avec vos élèves. Cette plateforme-là, ça vous permet de déposer des travaux, des devoirs, de créer des questionnaires, déposer des évaluations, mettre des liens importants, avoir une conversation avec les élèves et vos élèves ont accès à tout instantanément. Ça permet de regrouper tout ce que vous faites en classe sur cette plateforme. Dépendamment ce que vous utilisez comme application à l'école, nous, par exemple, on utilise la suite Google. Donc, on est plusieurs enseignants à utiliser l'application Classroom. Si vous utilisez Microsoft, il y a aussi Microsoft Teams qui fait un peu la même chose. Il existe aussi des portfolios numériques et ces portfolios-là, ça permet de déposer tous les projets, travaux, activités que les élèves font en classe et vous créez instantanément un lien avec les parents parce qu'on peut connecter les parents sur ces portfolios numériques. On utilise nous à l'école CISA ou ClassDojo. Ce que vous pouvez faire dès le début de l'année avec vos élèves, si vous utilisez Google Drive ou OneDrive, ça se fait aussi. Chaque élève peut se créer un dossier qu'ils vont nommer, par exemple, groupe 401 Mélissa. Et ensuite, ce dossier-là, ils vont le partager avec leurs enseignants. Un des dossiers sur lequel on a beaucoup travaillé dans les dernières années a été le prêt du Chromebook aux familles, aux élèves. En fait, il faut comprendre que dans notre milieu, en fait, c'est un milieu hautement défavorisé et on s'est rendu compte que ce n'est pas tous les élèves qui avaient accès à un outil numérique de qualité à la maison qui peut leur permettre de poursuivre leurs apprentissages une fois rendus à la maison pour faire les fameux devoirs, les leçons, pour faire des projets, etc., et pour s'investir un peu dans leur vie scolaire. Donc, dès les premières années où il y a eu des classes qui ont eu accès au Chromebook toute l'année, donc en fait dès 2017-2018, il y a des classes qui ont commencé à prêter les Chromebooks pour que les élèves puissent le ramener à la maison. Donc, comment on a fonctionné par rapport à ça et comment on fonctionne toujours, c'est qu'en début d'année, on fait signer un contrat, évidemment, aux parents et aux élèves pour expliquer un peu là, ce en quoi consiste le fameux prêt d'appareil pour que l'enfant puisse le ramener à la maison. Et évidemment, encore une fois, vous avez le contrat qu'on vous a joint, dont vous pouvez vous inspirer, bien sûr. Donc, ensuite, la deuxième chose qu'on demande aux enfants qui veulent ramener le Chromebook à la maison, c'est de se munir d'une pochette ou d'une housse de transport. Donc, on n'accepte pas que l'élève ramène seulement le Chromebook dans le sac à dos, vous comprendrez pourquoi. Alors, nous, on en suggère une que vous voyez à l'écran, mais c'est certain que les familles sont un peu libres d'acheter celles qu'elles veulent et je peux vous donner un peu là, un portrait. La majorité des familles, année après année, se procurent une housse ou le sac de transport et le gardent bien sûr pour les années suivantes ou pour les petits frères, petites sœurs. Donc, c'est ce qu'on demande. Et évidemment, c'est certain que si le matériel est amené à la maison, eh bien, on fait une vérification du matériel quotidiennement, est-ce qu'il est en bon état, etc. Et évidemment, vous comprenez que ça fait partie du contrat. Je vous rassure en vous disant que depuis qu'on fait ça, on n'a pas eu nécessairement de grands bris ou de pertes ou d'oubli de matériel. C'est certain qu'il y en a eu quelques-uns, mais à chaque fois, c'était des accidents. Et on n'a pas perdu tant de matériel que ça. Je vous dirais que les accidents avec le matériel ou la mauvaise gestion du matériel étaient bien souvent des choses qui s'étaient passées à l'école et un peu moins à la maison. Donc, c'est certain que quand ça se passe à la maison, on a un regard différent. Très important au niveau des chargeurs. Donc, on vérifie que les enfants les amènent, ne les gardent pas à la maison parce que vous comprenez que s'ils en ont besoin pendant la journée, il faut qu'ils soient disponibles. Au niveau, évidemment, de la gestion des devoirs et des leçons, ça peut être facilitant de leur permettre de le ramener à la maison. Et on permet aussi aux élèves qui ont envie d'en avoir, d'avoir une paire d'écouteurs et une souris sans fil. Ça peut être aidant aussi là, pour les projets, mais c'est vraiment pas tous les élèves qui en ont. À notre école, la technologie fait partie du quotidien des élèves depuis plusieurs années. Ça leur permet d'être à l'aise avec la technologie et vraiment,
ils s'impliquent davantage en classe. Ils vont s'entraider ensemble, ils vont collaborer. Si un élève a de la difficulté avec une application ou un problème avec son appareil, les élèves vont s'entraider comme ça. On peut aussi nommer des élèves responsables dans la classe. On a parfois une liste de responsabilités. On peut créer une responsabilité de vérifier et nettoyer les appareils une fois par semaine. Pour être sûr que le rangement des appareils soit bien organisé, que tout soit sous contrôle. On peut acheter des petites lingettes aussi pour nettoyer les appareils que ces élèves responsables-là peuvent faire au courant de l'année. À notre école, nous avons créé l'an passé un esquatique. En fait, c'est quoi un esquatique? Le but était d'accompagner des élèves qui éprouvaient des difficultés de motivation, d'engagement ou d'apprentissage et on voulait les amener à devenir des élèves experts en technologie pour les autres élèves de leur classe et pour leurs enseignants. Ce projet a été pour but de susciter évidemment leur engagement à l'école, d'augmenter leur motivation scolaire, de créer un sentiment d'accomplissement personnel et surtout d'augmenter leur estime de soi. Donc, on a sélectionné 1 à 2 élèves par classe et on les rencontrait une fois par mois, donc un dîner par mois. On se rassemblait, on discutait de comment se servir d'applications, comment résoudre des problèmes qu'on pourrait avoir en classe, comment aider notre enseignant et les élèves avec le matériel. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un chandail que les élèves pouvaient porter à l'école, autre que leur uniforme scolaire. À la fin de l'année, ces élèves-là devaient concevoir un projet final, donc devaient choisir une application, monter une présentation sur cette application-là qu'ils découvraient pendant les dîners avec nous et ils devaient à la fin présenter cette application à leur classe. Les enseignants de l'école, lorsqu'ils éprouvaient des difficultés avec un appareil électronique dans leur classe, devaient s'adresser en premier à l'élève expert de l'esquatique. Ces élèves-là avaient en leur possession une liste de dépannage qu'on avait créée. Donc, c'est des problèmes qui peuvent survenir avec le Chromebook assez fréquemment, surtout au début de l'année quand on n'est pas tant habitué avec cet appareil-là. Et ils pouvaient s'y référer. Ils avaient les problèmes, mais aussi les solutions. Donc, ça leur permettait d'être autonomes et d'apporter de l'aide à leur classe. Vous le savez peut-être probablement, mais l'année dernière, le ministère de l'Éducation a publié son cadre numérique au sommet de l'année dernière. Donc, a publié en fait le développement d'une compétence numérique. Et nous, à Pojari, bien sûr, on a été très, très, très heureux de l'arrivée de cette compétence-là et de ces dimensions, de ce référentiel-là, parce que c'était déjà quelque chose qu'on faisait au quotidien. Mais je vous dirais qu'avec la publication du référentiel, c'est certain que ça nous a un peu confirmé ce pourquoi on faisait tout ce qu'on faisait déjà et on a fait un peu l'exercice que vous voyez à l'écran de discerner en fait quelles sont les choses qu'on fait déjà à l'interne qui répondent un peu au développement de cette compétence-là. Donc, vous pouvez voir à l'écran la roue du référentiel, donc de la compétence numérique et de ses dimensions. Et juste à côté, nous avons fait des flèches où vous pouvez voir que ce sont plein d'actions qu'on pose au quotidien et que vous posez peut-être même vous-même au quotidien. Et on l'a mis ici pour vous faire remarquer que vous faites probablement déjà plein de choses dans vos classes pour développer cette compétence numérique-là. Si vous ne connaissez pas le référentiel, je vous invite à en prendre connaissance et à comprendre pourquoi c'est important de continuer à développer cette compétence-là et ses dimensions. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, pour les habiletés technologiques, eh bien, on pourrait tout simplement utiliser un Google Docs pour écrire une histoire. C'est une activité toute simple, mais quand on l'utilise, évidemment, on développe une des habiletés qui sont maintenant, si on veut, prescrites par le référentiel de la compétence numérique.
On vous l'a dit en début de formation, mais chez nous, le partage, la collaboration, l'esprit d'équipe est très, très, très important. Et je vous répète qu'on a mis un peu le numérique dans nos priorités à l'école. Pour permettre un peu ce fameux développement professionnel, parce qu'il est plus que nécessaire dans le domaine de la technopédagogie, cette année, on a mis sur pied un comité technopédagogique qui est formé d'enseignants de chaque niveau. Ce n'est pas nécessaire que ce soit chaque niveau, mais pour nous, on trouvait que c'est ce qui fonctionnait le plus parce qu'on trouvait que ça favorisait un peu le partage avec tous les collègues. Donc, le mandat en fait du comité, c'est de s'impliquer au niveau de la recherche un peu de nouvelles technologies, d'essayer des applications, d'essayer des ressources et par la suite partager au reste du comité et au reste de l'école un peu ce qu'on a aimé de ces technologies-là ou non. Et ça permet bien sûr la collaboration, le partage. Sinon, à l'école, on croit beaucoup aux formations, aux participations au congrès. On essaye de participer le plus possible pour se développer dans ce domaine-là. Et on a aussi quelque chose de très intéressant qu'on veut vous partager. On fait à l'école ce qu'on appelle nos miditiques. Donc, en fait, ce sont des dîners sur une base totalement volontaire où le comité technopédagogique cette année, mais anciennement d'autres enseignants, viennent présenter un outil, comme par exemple une nouvelle ressource, une nouvelle application qu'il ou elle a découvert dans sa classe et vient non seulement la présenter aux autres enseignants, mais très souvent la faire vivre ou permettre aux enseignants de la découvrir pendant le miditique. C'est un moment qui est très, très, très populaire à l'école. À chaque fois, presque l'entièreté de l'équipe est présente et c'est super intéressant. C'est vraiment un moment où on peut échanger, on a beaucoup de plaisir. Donc, si jamais vous n'avez jamais vécu un miditique à l'école, on vous le suggère fortement. Sinon, bien sûr, on essaie de développer l'expertise, on essaie de rayonner, on essaie de faire des présentations comme celle-ci pour développer en fait l'expertise dans d'autres milieux. Et évidemment, on est très chanceux d'avoir le soutien de la commission scolaire et des conseillers pédagogiques qui reconnaissent qu'à Paul Jarry, on a une certaine expertise et on a leur soutien, bien sûr, donc on les remercie pour ça. Alors, pour terminer, on vous partage nos coups de cœur d'applications qu'on utilise à l'école. Pour la gestion de classe, CISA, c'est une application gratuite, en anglais par contre, mais qu'on comprend assez bien la plateforme. On peut y connecter les parents. C'est en fait un portfolio numérique, donc on peut déposer dans chaque dossier des élèves leurs projets, des évaluations, des activités. Pour Classe Dojo, c'est aussi une application gratuite. On peut y connecter les parents. C'est un système d'émulation, donc on peut donner des points aux élèves, en enlever aussi. C'est aussi un portfolio numérique, donc on peut y déposer des travaux d'élèves, des projets, des évaluations. Comme système de motivation, plusieurs classes de l'école utilisent l'application Classcraft. Donc, c'est un système de motivation que les élèves sont en équipe. Chaque élève représente un personnage. On leur attribue des points positifs qu'on appelle des XP. On peut aussi en enlever, mais entre eux, en équipe, ils peuvent se sauver. Ils acquièrent des pouvoirs qu'ils peuvent utiliser comme privilèges en classe. Et sur cette plateforme-là, on peut y déposer des travaux, des quêtes qu'on appelle, et il y a aussi d'autres fonctionnalités. Par contre, il faut se procurer la plateforme Premium pour avoir accès à ces fonctionnalités-là. Pour la gestion des travaux, on utilise, comme on vous a déjà dit, les applications Google. Donc, on utilise Google Drive, Classroom, qu'on aime beaucoup pour le partage de travaux. Il y a aussi Microsoft Teams, qui est très bien aussi pour le partage des travaux avec les élèves. Pour les ressources pédagogiques, c'est pratique pour les enseignants qui n'utilisent pas de cahiers d'exercice en classe ou ça peut être utile aussi pour comme complémentaire à nos exercices qu'on fait déjà. NetMath, qui est une application d'exercice de mathématiques en ligne. On a Mots-clés, qui est dans le même genre que NetMath, mais en français. On a aussi Quizzes, c'est pour créer des quiz pour envoyer aux élèves. Et Didacti, qui est l'ancien Challenge You. Donc, il y a une panoplie d'exercices déjà créés par d'autres enseignants qu'on peut prendre et l'envoyer à nos élèves.
Chacune de ces ressources-là, on a accès à la progression des élèves. On peut voir quels exercices ils ont fait. On peut voir où ils ont eu plus de difficultés. Donc, ça nous permet d'avoir un plan d'ensemble de notre classe. Didacti et Quizzes, c'est gratuit. Par contre, NetMath, mots-clés, il faut acheter des licences pour nos élèves. À l'école, on aime bien utiliser le numérique pour créer des projets avec les élèves. Donc, les 4 applications que je vais vous nommer, elles sont gratuites et super accessibles par les élèves. Premièrement, Flipgrid. On peut se créer notre propre classe et inviter les élèves ensuite avec un code. On peut, par exemple, suite à une lecture d'un roman en classe, on peut leur demander une appréciation. Et là, les élèves doivent répondre par vidéo seulement. C'est intéressant aussi pour évaluer la communication orale. Donc, beaucoup de projets qu'on peut faire avec cette application-là. Book Creator, c'est pour créer des livres numériques. Canva est une application pour créer soit des affiches, des images, montage photo. On l'utilise aussi pour créer des cartes. Donc, une grande banque de modèles que les enfants peuvent utiliser. Il y a une section gratuite. Par contre, il y a des modèles qui sont payantes. Donc, il faut faire attention pour ça. Et pour terminer, Powtoon, qui est un site pour créer des vidéos animées. Donc, les élèves peuvent créer une vidéo pour expliquer une notion en particulier, par exemple. Pour terminer, dans notre section autre de nos coups de cœur, on retrouve ici Radio-Canada Première, Curio.ca et l'ONF. Ce sont des sites où on peut retrouver des balados, des livres audio, des documentaires, des courts-films adaptés aux élèves du primaire. Notre présentation est maintenant terminée. Nous espérons que celle-ci a répondu à vos attentes. N'hésitez pas à réouvrir la présentation pour avoir accès à tous les documents dont nous vous avons parlé. Nous tenons à vous mentionner que nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Nous vous laissons nos coordonnées pour nous joindre. Nous vous souhaitons une excellente journée.